Nicolas, t'es parmi nous. Exactement. Et tu vas pouvoir nous parler également justement un peu d'une vision différente que celle de l'Occident sur ce qui est des pratiques amoureuses. Donc je te laisse la Tout à parole. fait. Eh beh, je te remercie parce que moi aussi je vais être hyper original aujourd'hui, parce que je vais parler encore de peuple américain et en plus je vais être encore plus original, parce que du coup, en fait, je vais me repencher sur un peuple dont j'ai déjà parlé donc désolé, ça va pas être une redite, ça va être surtout pour développer. En fait, on va reparler des Iroquois, donc j'avais déjà abordé, les Iroquois dans la saison 2. On avait brossé un petit peu le portrait général de ce peuple-là et là, aujourd'hui, en fait, je pense que c'est l'occasion de pouvoir développer tout ce qui est, relations, couple et cetera. Et en fait, à la base, je me suis renseigné sur, les pratiques amoureuses chez les civilisations précolombiennes, mais du coup, j'ai décidé de vous ramener à nouveau au Canada parce qu'ailleurs, bah, en fait, comme disait Jules, c'est très compliqué de trouver quoi que ce soit, Ouais. qui soit intéressant, qui soit sourcé et des travaux, vraiment, sur l'amour en tant que tel. Parce que du coup, moi, j'ai mis un peu de côté tout ce qui est, sexualité, enfin, on va parler de sexualité aussi, mais je voulais vraiment me concentrer sur l'amour vu que, ben, c'est la Saint-Valentin, La donc Saint-Valentin, ouais. je voulais centrer ça là-dessus. Donc j'ai longuement hésité à aborder d'autres sujets comme par exemple la polygamie, des Incas, la céramique à figures érotiques mochica ou les machis qui sont des guérisseurs mapuches qui sont caractérisés par leur non-binarité et la fluidité du genre. Mais tout ça en fait Waouh. ça touche plus aux croyances, au sacré ou à la spiritualité. Donc un petit peu dans le même délire que ce qu'on retrouve à la préhistoire. Même si voilà, c'est des présupposés au niveau de tout ça pour la préhistoire. Donc du coup, je pensais que ce serait intéressant, voilà, de développer un aspect d'une culture que j'ai déjà évoqué, une culture qui reste quand même bien différente de la nôtre, comme tu Mmh. as dit, Marc, étant donné, rappelez-vous, que les Iroquois constituent une société tribale matrilinéaire et matrilocale, qui est bien éloignée quand même de nos modèles occidentaux traditionnels, Bien qu'on sûr. a l'habitude de connaître en Europe. Donc alors, une petite nuance est à noter, en fait, il est fort possible que cette culture ait subi de profondes modifications, des changements importants, notamment de mode de vie, dus à l'implantation des colons européens et à la chute démographique que ce phénomène a pu engendrer. Donc, je vais donc essentiellement me baser, moi, sur des écrits des explorateurs qui datent du XVIIe et des travaux anthropologiques qui ont été réalisés dessus. En fait, il est tout à fait probable que la société iroquoise fut différente avant la période du contact et que, du coup, les données archéologiques nous apportent plus de réponses dans un futur plus ou moins proche. Et encore une fois, ça va être assez compliqué de démêler tout ça, si on trouve des éléments. Parce que ce sera souvent du mobilier ou des représentations, et voilà, on va avoir le même problème que à la préhistoire. Donc pour un petit peu plus de contexte, on se situe au sud et à l'est des rives du lac Ontario, à l'époque où les Iroquois vivaient dans des villages fortifiés semi-sédentaires composés de maisons longues abritant des dizaines de personnes. Alors que se passe-t-il lorsqu'un sentiment aussi trivial et envahissant que l'amour touche un ou une jeune Iroquoise ? Bien tout d'abord, il y a une règle immuable et facilement compréhensible à respecter, il ne faut pas que son futur ou sa future amoureuse fasse partie de son propre clan. Donc je rappelle juste que les enfants y dépendent avant tout du clan et de la famille de la mère, contrairement à nos sociétés patrilinéaires. Toute la famille vit dans une même maison longue, sous l'autorité de la femme la plus âgée, et le concept de clan, chez les Iroquois, ça a un sens particulier. C'est primordial, il faut bien saisir de quoi il s'agit. En fait, il est généralement composé de plusieurs familles élargies, liées entre elles, et qui habitaient dans différentes maisons longues. Donc pour faire plus simple et plus schématique, un individu, il est d'abord caractérisé par sa famille directe, celle de sa mère, puis par sa famille élargie dans la maison qu'il occupe, et puis par son clan, donc c'est-à-dire plusieurs maisons. Donc le clan, c'est à la base de l'organisation de la société, les membres d'un clan ont tous une même ancêtre commune, plus ou moins lointaine, et à l'échelle d'un clan, on s'entraide, on se partage les tâches, et tout est organisé de manière communautaire. On retrouve la même organisation au sein des maisons, et dans un sens plus large au niveau du village entier. Tous les clans, ils se caractérisent par une symbolique liée à un animal, donc on va avoir le clan du loup, le clan du cerf, le clan de l'ours, le clan de la tortue, le clan de l'aigle, bon il y en a d'autres encore, je vais pas tous les énumérer. De fait, avant de matcher avec un ou une partenaire, il faut s'assurer que cette personne ne fasse pas partie de son propre clan. Donc ça peut être logique, hein, dit comme ça, maintenant que vous comprenez un peu à quoi ça correspond, mais en réalité c'est pas si simple, car des membres d'un même clan peuvent se retrouver dans d'autres villages aussi, et parfois à des centaines de kilomètres. Et du coup, il est impossible de déroger à cette loi qui constitue un pilier fondamental de la société. Deux personnes appartenant à un même clan ne peuvent envisager une relation, même si leurs familles ont parfois plus de 10 degrés d'écart dans leur arbre généalogique. Donc ça peut commencer à faire beaucoup. Pour les Iroquois, elles sont considérées comme parentes de sang, au même titre comme si elles étaient frères et sœurs en gros. Et cette loi est en vigueur chez les autres peuples iroquoiens, donc en plus des Iroquois eux-mêmes, on trouve la même chose chez les Hurons, les Ériés, les peuples établis le long du fleuve Saint-Laurent, ou ceux des côtes de la Caroline du Nord et de la Virginie. Donc tout ça, c'est très strict, hein, vous avez compris, et en fait on va prendre un exemple concret au sein de la Confédération iroquoise.
Donc, on va faire un petit effort d'imagination. Imaginez donc que vous faites partie de la nation Mohawk et que vous appartenez au clan du loup. Donc si jamais votre crush fait partie d'une autre nation, mettons par exemple les Sénéca, votre relation ne sera possible que si cette personne ne fait pas partie du clan du loup Sénéca. Ouais. Car même si vous n'avez de prime abord aucun lien familial direct, peut-être que c'est une personne que vous n'avez même jamais vue auparavant, en fait il est impossible d'envisager quoi que ce soit avec une personne faisant partie d'un clan similaire au vôtre, même dans une autre nation. Parce que de par la loi, vous êtes tous les deux considérés comme déjà liés par des liens familiaux. Et c'est peut-être le cas ou non. En fait, peut-être que vous avez bien une lointaine ancêtre commune, il y a plusieurs générations, ou peut-être en fait que vos deux clans portent juste le même nom. Mais l'interdit, il reste le même. Parce qu'en fait, on ne pourra pas aller vérifier, remonter autant en arrière dans le temps. Donc ça peut avoir l'air un peu compliqué comme ça de trouver le grand amour. Mais en fait, si vous gardez ce concept en tête, il reste plein d'autres possibilités. Peut-être que l'amour de votre vie habite la maison longue du clan voisin, dans votre village tout simplement, à quelques dizaines de mètres. Et d'ailleurs peut-être que vous n'êtes même pas à la recherche d'un partenaire sur le long terme, mais juste d'un ou une petite amie. Et dans ce cas en fait c'est beaucoup plus facile si vous êtes une fille. Alors là encore on va mettre de côté nos préjugés de base, on va pas parler de plus de chance sur des sites de rencontres ou liés à un quelconque sexisme ambiant. En fait les filles chez les Iroquois elles sont responsabilisées par leur mère dès l'enfance. Et une fois qu'elles sont majeures, leur famille les laisse libres de fréquenter qui elles veulent et quand elles le veulent, de ramener dans leur couche le garçon qu'elles souhaitent. Il n'y a pas de jugement sur les rapports qu'elles pourraient entretenir avant le mariage. Elles disposent d'une vraie liberté permettant d'explorer leur sexualité. Et au passage d'ailleurs, il y a beaucoup de rites, notamment liés à la guérison, qui font appel à la sexualité, ce qui permet également à deux jeunes gens d'avoir ce type de relation hors du cadre d'un couple fixe et établi. Bon, du coup, vous avez pu batifoler, vous amuser un petit peu, et c'est très bien, mais voilà que vous commencez à vous attacher, à avoir des sentiments forts, vous vous entendez super bien avec cette personne qui paraît si parfaite à vos yeux, tout s'accélère, vous parlez de projet, d'engagement, et votre relation, ça devient du sérieux. Du coup, à partir de là, pour passer à l'étape suivante, donc c'est-à-dire le mariage, il convient de respecter certaines règles. Donc la première consiste à en parler à votre mère, pour lui faire part de vos intentions. En fait, elle va s'assurer que votre couple est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire vous et votre partenaire. D'une manière générale, en fait, il n'y a pas de mariage arrangé ou forcé chez les Iroquois, à part à la marge si, par exemple, la survivance d'une lignée est en jeu. Donc si la conversation se déroule bien, il faudra ensuite en parler avec la femme la plus âgée de votre famille élargie, qui vit avec vous dans votre maison, et qui peut être une ancienne vénérable ou carrément la chef de votre clan. Donc obtenir sa bénédiction pour un mariage c'est essentiel, étant donné que c'est une personne qui est importante et respectée dans le village. Mais vos sentiments n'ont pas vraiment leur place dans sa prise de décision. En fait, elle doit garantir que si jamais vous êtes un garçon, que vous soyez capable de subvenir aux besoins de votre future famille, et si vous êtes une fille, elle va vous juger apte à tenir un foyer. D'ailleurs, c'est pourquoi le plus souvent, dans un couple iroquois, la femme est plus âgée que l'homme, contrairement à notre propre société, car le jugement en fait de l'ancienne peut s'avérer assez sévère et elle peut pousser une jeune fille à la réflexion avant de s'engager, et ce pendant plusieurs années. Et bien sûr, en fait, c'est au garçon de s'adapter et non l'inverse. Néanmoins, si elle approuve votre choix et qu'elle considère qu'il a été réalisé avec sagesse, il est temps de passer à l'étape suivante. Et du coup, on va se retrouver dans la partie cuisine de votre maison, autour du foyer commun qui sert à tous ses occupants. Il s'agit désormais de préparer des gâteaux spécifiques à l'aide des femmes de votre famille. Donc ces gâteaux, ils sont faits dans la même pâte que les galettes de céréales qui sont consommées au quotidien, mais là, ils ont une forme spéciale évoquant votre demande en mariage. En fait, ils sont constitués de 2 boules reliées entre elles par un appendice et enveloppées dans des feuilles de maïs. Le tout est ensuite bouilli pendant environ 1 heure. Une bonne recette de cuisine pour prouver son amour. Votre grand-mère ou une vieille femme de votre famille apporte ensuite 24 de ces gâteaux à la grand-mère maternelle de l'élu de votre cœur. Mais ce n'est pas destiné à lui ou elle ou même à sa grand-mère. En fait, ces gâteaux, c'est un présent pour la chef de son clan. Alors bien entendu, auprès d'une personne aussi importante, il faut y aller avec des pincettes pour éviter toute gêne ou tout malentendu. S'assurer qu'elle a été déjà avisée, par exemple, de la demande qui se profile, en comptant sur la complicité de votre amoureux ou amoureuse, par exemple. Parce que là, en fait, on arrive vraiment au moment de stresser, et de bien stresser. En fait, si votre demande est refusée, ce qui dans les faits est assez rare, mais peut se produire en cas d'objection particulière ou légitime, en fait, les gâteaux, ils sont laissés intacts. Et vous devrez subir l'humiliation d'aller les récupérer vous-même et de rentrer chez vous avec. Et il se peut aussi qu'on vous les jette dessus ou sur votre famille. Donc il faut falloir faire attention quand même. Mais normalement, tout se passe bien. La chef du clan goûte les gâteaux, puis elle échange avec votre future belle-mère des préparatifs de la cérémonie à venir.
Donc la famille de votre amoureux ou amoureuse prépare ensuite la même quantité de gâteaux et les apporte à votre maison en arborant des sourires radieux, signifiant que l'union est bien approuvée par les deux parties. Donc félicitations, vous allez enfin pouvoir vous marier et commencer une vie de couple. C'est pas beau quand même ? Pour l'occasion, vous allez revêtir des vêtements spéciaux et particulièrement colorés, cousus par les femmes de votre clan et ayant parfois été portés par d'autres membres de votre famille qui se sont mariés avant vous. Vous aurez ensuite droit à une grande cérémonie en l'honneur de votre couple autour de rites sacrés pour célébrer votre union, ainsi que des danses et un banquet. Mais ce n'est pas non plus un événement exceptionnel. Le mariage, ça reste une formalité assez commune qui n'engage seulement que deux familles. Donc une fois que tout est terminé, il sera temps d'emménager ensemble et de profiter pleinement de votre amour. Et c'est là que les choses diffèrent à nouveau si vous êtes une fille ou un garçon. Nous sommes dans une société qui est matrilocale, ce qui signifie que ce sont les hommes qui partent vivre dans le foyer de leurs épouses. Donc, il n'y a pas grand chose à déménager, en fait le mari il a juste à emballer ses affaires personnelles qui se limitent le plus souvent à ses armes et vêtements. En fait le reste des biens il est commun à sa famille et ça appartient par extension aux femmes de la maison. Mais même si l'homme quitte sa maison, il ne change pas de clan pour autant. Il appartient toujours au clan de sa mère jusqu'à sa mort. En revanche, les enfants qu'il a avec son épouse appartiendront à son clan à elle. En fait, les enfants, ils rejoignent jamais le clan du père. De notre point de vue, moderne, occidental, concevoir un modèle sociétal dans lequel les liens familiaux sont transmis par la mère et où la femme n'est pas désavantagée au profit de l'homme, personnellement, moi je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Mais je tiens quand même à rappeler que si elle s'en rapproche sur bien des aspects, ce n'est pas une société matriarcale non plus dont on parle. Par exemple, les chefs civils et militaires des villages, tribus et même des confédérations sont toujours des hommes qui sont choisis par les chefs de clan qui sont certes des femmes, mais n'ont cependant pas accès aux plus hautes fonctions dirigeantes. En fait, chacun et chacune avait sa place prédéterminée pour contribuer au bien commun. Le devoir des femmes, c'était avant tout de gérer le foyer, la famille et les activités agricoles, tandis que les hommes s'occupaient de la construction, la chasse et la guerre. Cette division, elle se rapproche de bien d'autres sociétés humaines au final. Mais pour les Iroquois, c'est justement pour ça que les droits des femmes sont fortement respectés. Elles constituent littéralement le fondement et la structure de toute leur société. Donc les tâches ainsi divisées, chacun est responsable de ses propres activités sans l'avis ou l'intervention de l'autre. Les hommes n'interviennent pas dans les activités des femmes et inversement. L'ordre de la communauté, il s'équilibre comme ça de manière autonome. Mais attention à ne pas trop idéaliser ce modèle non plus. J'anticipe un peu les remarques un peu trop faciles et enthousiastes, car certes, tout ça peut paraître super progressiste de prime abord, avec un œil non préparé, et d'ailleurs, une égalité homme-femme, une division commune des tâches dans la société, aboutissant à un effacement de l'individualisme au profit de la communauté, ça devrait vous rappeler quelque chose, et en fait, à la fin du 19e siècle, il y a des anthropologues, comme Lewis Henry Morgan, qui qualifiaient ce modèle de communisme primitif, oui, tout simplement. Donc, bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts, et ça a changé depuis, on parle plus de Donc cependant, la conception iroquoise de la famille et du rôle de chacun et chacune s'appuie sur une forte dualité, qui si on le rapporte au couple, s'exprime par une binarité qui est intransigeante. On est homme ou on est femme, c'est tout, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de place pour la moindre fluidité de genre. Par exemple, un homme considéré comme trop féminin et ne pouvant exercer d'activité masculine n'a pas de place dans un village iroquois. Il est tout simplement exclu et parfois même banni de son clan. Okay. Ouais, c'est assez dur. Il n'y a aucune place également pour les couples qui sont non hétérosexuels. Des observateurs ont bien fait part de pratiques homosexuelles, par exemple entre certains hommes qui partent du village pendant plusieurs mois pour la chasse ou la guerre, et ça a souvent été d'ailleurs comparé aux pratiques homosexuelles qui avaient lieu dans l'Antiquité grecque, et on peut aussi présupposer que la même chose puisse arriver éventuellement au village entre femmes. Mais tout ça en fait c'est totalement déconnecté avec la notion de couple, qui se caractérise exclusivement par une binarité homme-femme et une stricte hétérosexualité. Il y a un autre point qui est assez intéressant et qui illustre la division inaliénable des rôles. Par exemple, il n'y a jamais eu de femme guerrière ou chef dans la Confédération, même dans les moments les plus critiques. Donc il y a eu des chefs iroquoiennes, tout de même, en marge de la Confédération iroquoise, à des époques assez tardives, notamment à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Et si l'on compare à d'autres peuples natifs d'Amérique du Nord sur la même période, donc dès le XVIIe, on trouve pourtant des femmes qui ont exercé, de manière assez exceptionnelle, des activités ou des rôles traditionnellement masculins, comme chez les Wampanoag par exemple, les Crows ou les Cherokees. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les Cherokees parlaient une langue iroquoienne, mais n'avaient pas le même modèle sociétal que les Iroquois. Donc voilà, ça c'était pour un petit écart pour maintenir le recul qui s'impose lorsqu'on aborde des peuples anciens d'un point de vue historique ou anthropologique, et ne pas projeter nos attentes actuelles sur des sociétés du passé, même si mieux les comprendre, et ça c'est exactement comme a dit Jules, ça peut avoir son utilité de nos jours, ne serait-ce que pour replacer notre propre société dans un contexte qui est plus large.
Mais bon, fin de la parenthèse, on va revenir à notre couple. On espère que tout se déroule pour le mieux maintenant qu'ils sont ensemble et que leur amour durera éternellement. Et lorsque j'ai écrit ça, j'ai de suite pensé à ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ça, vous voyez, ça illustre parfaitement un biais de ma propre culture. Ouais. Car chez les Iroquois, en fait, comme chez tout le monde d'ailleurs, il peut arriver qu'au bout d'un moment, eh bien, un couple soit dysfonctionnel et ça marche plus, tout simplement. Et si ça arrive, eh bien d'une part, l'entourage peut réagir assez vite et on évite des situations abusives qui peuvent déborder, étant donné que vous habitez au quotidien avec l'ensemble de votre belle famille si vous êtes un homme, ou de votre famille si vous êtes une femme, mais surtout, même lorsqu'on est marié, se séparer est toujours une option envisageable. Donc vous avez vu qu'il est assez facile de se marier, eh bien en fait il va être encore plus simple de divorcer puisqu'il n'y a pas de cérémonie particulière si ça doit arriver. Donc en revanche, il se peut qu'une des familles, pour des questions d'honneur ou autres, ne soit pas forcément d'accord avec cette décision. Mais dans ce cas, vous vous doutez bien que celle qui a le dernier mot, c'est bien entendu l'épouse, parce qu'au final, elle est chez elle, et si son futur ex-mari doit partir, il a juste à prendre la porte et à retourner dans son propre clan. Nicolas Perrault, qui est un explorateur français du XVIIe, il a indiqué que beaucoup en fait de jeunes mariés se quittaient quand bon leur semble, même parfois au bout de seulement quelques mois, ce qui en bon chrétien ne manqua pas de le marquer notamment. Alors bien entendu, une séparation ne se faisait pas à la légère si le couple avait des enfants. Du coup, il y avait aussi très probablement des problèmes de couple chez les Iroquois, différents des nôtres sans aucun doute, mais tout de même parfois présents. Voilà, on approche de la fin, mais je vais essayer de pas rester sur un couple qui se sépare quand même le jour de la Saint-Valentin. Triste. Donc déjà, j'espère que vous avez apprécié et appris des trucs. Oui, carrément. Personnellement, moi j'ai passé un super moment à lire et à écrire sur ce sujet. Je connaissais pas du tout, c'est super intéressant d'avoir vraiment un autre point de vue complètement différent d'une période et d'un endroit tellement différent. Enfin, c'est clair. C'est ça, c'est clair. Totalement. Quand j'en parlais à ma copine, elle m'a dit mais c'est hyper spécifique comme sujet. Bon, après c'est vrai que j'avais encore une bibliographie sur les Iroquois qui était assez... j'avais des marges. Mais c'est vrai que je trouve ça super intéressant aussi de pouvoir parler d'un truc qui a rien à voir avec notre société et pour lequel on a quand même beaucoup de textes qui nous restent. Des textes qui ont certes été écrits par des Européens, mais qui sont plus ou moins fiables sur comment se passaient tous ces rituels-là. Donc pour finir sur une touche plus positive, si vous êtes en couple, je vous propose un petit jeu à faire chez vous. Oh. Mais on vit dans une société qui est matrilinéaire et matrilocale, et que vous vivez dans une maison qui est partagée. Ma question est, où seriez-vous actuellement et avec qui vivrez-vous? Pas mal, hein? Wow. Alors, Et version hardcore, ou si vous êtes seul, d'ailleurs je suis désolé d'avoir mis ces deux termes dans cette même phrase, refaire votre arbre généalogique mais en mode matrilinéaire. Donc voilà, je vous laisse vous retourner le cerveau avec amour et je vous remercie de m'avoir écouté. Eh ben, merci beaucoup Nicolas, c'était très intéressant et très instructif. Et dites-nous dans les commentaires si vous êtes prêté au jeu de Nicolas à la fin. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.